Bonjour à toutes et à tous. Me voilà parmi vous pour la troisième et la dernière présentation de la série de vidéos sur l'analyse des données et l'intelligence artificielle. Si vous n'avez pas regardé les deux premières présentations, je vous encourage vivement à les faire. Alors, avez-vous aimé la deuxième présentation? Je parie que vous avez aimé surtout la chanson mozambicaine que j'ai chantée à la fin, pas vrai? Eh bien, aujourd'hui, je vous proposerai à la fin une chanson française. Alors, surprise, une chanson française. Bon, revenons au sujet de notre présentation aujourd'hui. Il y a deux domaines où l'analyse de données par l'intelligence artificielle a permis de faire, disons, des avancées formidables ces derniers temps par rapport à ce qui se faisait avant. Il s'agit du domaine du traitement et de l'analyse de l'image. Par image, je veux dire les photos, les dessins, les cartes de vidéo. Ce domaine-là, dans le jargon de la data science, on l'appelle computer vision. L'autre domaine, c'est celui du langage oral, le langage écrit, le langage produit par les humains et les animaux, les sons produits par les humains et les animaux. Dans le jargon de la data science, on appelle ce domaine-là le domaine du natural language process. Alors aujourd'hui, notre présentation sera donc consacrée au Natural Language Process, aux outils et aux techniques liées au Natural Language Process. Je vais donc partager mon écran pour pouvoir commencer la présentation. Bon, on va commencer donc la présentation. Alors ici, sur cette figure-là, vous avez un peu mon parcours professionnel. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est juste pour que vous puissiez avoir une idée de quel est le parcours professionnel, ce que j'ai fait dans ma vie. Eh bien, on va commencer maintenant. Donc, le NLP, qui veut dire Natural Language Process, le text mining, c'est surtout une technique d'analyse des données, on appelle en français fouille des textes, pour pouvoir essayer de trouver des éléments thématiques et sémantiques, et les occurrences des mots, les fréquences, etc. On va voir donc le rôle d'embedding aussi en détail. Alors, euh, dans le cadre de l'analyse de données, on peut utiliser le NLP, le text mining, le rôle d'embedding pour analyser des corpus d'interviews au focus group, analyser des articles des journaux, des livres, des récits biographiques, des récits littéraires, analyser des corpus de SMS, de Twitter, etc. Avec pour objectif de dégager du corpus textuel des fréquences thématiques, des relations signifiantes entre les différents thèmes, les occurrences des mots, les réseaux sémantiques latents résumant le discours, etc., etc. Ou même classifier des textes, etc., etc. Les outils, c'est-à-dire les packages, les librairies pour faire du NLP ou du text mining sont plus performants. Les outils les plus performants qui existent sont en langage Python et en langage R. Alors, pour cette présentation-là, je vais donc vous indiquer que j'ai écrit un article qui est basé sur une étude. J'ai réalisé des interviews avec une centaine de personnes et l'article sera publié prochainement. C'est un article qui a été déjà accepté. Vous avez les DOI ici. Et la revue s'appelle Sexuality and Culture. Donc le titre s'appelle The Normalization of Violence During Sex Among Young Mozambican Reportedly Under the Influence of Pornography. Alors, c'est un peu sur l'influence de la pornographie sur le comportement sexuel ou les pratiques sexuelles des adolescentes et des jeunes adultes. Donc, pour analyser ces interviews-là, le corpus des interviews, j'ai utilisé donc le NLP, le text mining et le rôle de binding en R et en Python. Voilà, donc je mettrai, quand l'article sera publié, je pense dans les semaines à venir, je mettrai le lien
Dans le descriptif de cette vidéo, je mettrai le lien vers l'article, comme ça vous pouvez télécharger l'article. De la même façon que vous aurez, à partir de ce lien-là, ça va vous amener dans un dossier où vous pourrez télécharger le diaporama de cette présentation-là, ainsi que les deux autres diaporamas de la première et de la deuxième présentation. Alors, continuons donc le NLP Text Mining 3. Alors, les procédures. Avant l'analyse proprement dite, on commence par traiter les données textuelles, c'est-à-dire de transformer les données textuelles de façon suivante. Il y a une technique qui s'appelle tokenisation. À partir du corpus textuel, on doit créer une liste de mots, on appelle ça bag of words en anglais, ou une liste d'entités, des entités qui ont du sens, dit n-grammes, comme par exemple des caractéristiques alphabétiques, des caractères exclusivement alphabétiques, des syllabes, des groupes de mots. Le choix de faire des bag of words ou des n-grammes est fonction de la stratégie d'analyse adoptée par l'analyste. Par exemple, prenons par exemple un corpus, c'est juste un corpus assez court et en exemple. Dans cette phrase-là, j'espère que mes explications sont assez claires. Si on veut faire une liste des mots bag of words, alors on aura, j'espère que mes explications sont assez claires. Comme vous voyez ici, je sépare par des virgules une liste. Une liste, on sépare par des virgules. Ici, j'aurais même pu séparer le G, ensuite espère, etc., etc. Mais comme c'est un exemple, je n'ai pas voulu aller dans les détails, mais on sépare les mots par des virgules. Comme vous voyez ici, y compris le point là, on va le considérer comme un mot, on le met aussi comme faisant partie de la liste. Si en revanche, on a envie de faire une liste de n-grammes, ici, j'ai mis une liste disons, un ensemble de mots qui ont du sens. J'espère mes explications sont assez claires. Mais c'est aussi courant de séparer par des virgules, par exemple, de faire des énigrammes, excuse-moi, des énigrammes avec des syllabes. Juste 10 syllabes, on va séparer G, ensuite S, ensuite père, etc., etc. Donc ça, ce sont des techniques qui permettent de créer des unités en quelque sorte, des unités pour pouvoir les analyser après. Donc, on peut soit utiliser encore une fois une liste de mots, soit les listes d'unités qui ont des sens. Ça peut être une syllabe, ça peut être un groupe de mots, ça peut être des caractères alphabétiques, etc., etc. Voilà. Donc, ensuite, la deuxième étape consiste à éliminer ce qu'on appelle les stop words. Le stop word, en français, c'est des mots valises. On essaye d'éliminer des mots valises, et la ponctuation et d'autres éléments jugés non pertinents. Donc, on élimine les mots et tous les éléments qui en eux-mêmes n'ont pas de sens pour réduire la taille du corpus analysé. Donc, on élimine des mots, par exemple des jonctions, des conjonctions, des choses comme ça, des mots qui n'ont pas de sens, on les élimine. Et on élimine s'il y a des ponctuations, des choses comme ça, on les élimine aussi. Et si on prend par exemple l'exemple de cette liste de mots-là, alors on va éliminer ici, on aura, j'espère, explications sont assez claires. Voilà, on élimine les qui, les mais, par exemple, voilà, le G, donc on élimine certains mots et on reste avec un corpus qui est un peu plus réduit. Bien entendu, il s'agit juste ici d'un exemple pour que vous soyez clair, mais en tout cas, on élimine les mots qui nous-mêmes n'ont pas de sens pour réduire le corpus et analyser. Hein? Ensuite, alors, il y a une troisième étape, en fait, ce qu'on appelle stemming ou lemmatisation. Le stemming consiste à transformer les mots en coupant les préfixes ou les suffixes pour garder la racine du mot en quelque sorte. Par exemple, ici, le mot insuffisant, on va couper le préfixe et le suffixe, ça va rester simplement suffit, par exemple. C'est une technique qui s'appelle le stemming. Lemmatisation consiste à transformer le mot en passant de la forme dérivée à sa forme infinitive,
comme par exemple les verbes ainsi. Mangeons, on va les transformer en manger, changement en changer, brillant en briller, par exemple. Et donc, si on prend la phrase qui nous sert d'exemple aussi, espérer, explication, être assez clair. Voilà. Donc, c'est ça, ce sont les techniques qui permettent de transformer le texte. Nous sommes pour l'instant en train de traiter le texte, transformer les données pour pouvoir les analyser. Nous ne sommes pas encore dans la phase d'analyse. Donc, alors, donc, on peut faire les deux, ou on peut utiliser une des techniques. Ça, c'est le choix de l'analyste de choisir quelle est la technique qui lui convient en fonction de ses objectifs d'analyse. Troisième point, transformer les données textuelles en données chiffrées, numériques, sans utilisation du réseau de neurones. On verra plus tard comment on peut faire cela en utilisant des réseaux de neurones. Pour l'instant, on va faire ça sans utilisation du réseau de neurones. Donc, une fois qu'on a fait des listes de mots ou des listes d'engrammes, une fois qu'on a éliminé les mots valises, une fois qu'on a éliminé qu'on a transformé les mots en les transformant en un infinitif ou des choses comme ça, on va les transformer en chiffres maintenant, en numérique. Pourquoi on doit les transformer en numérique? Parce que les outils qu'on analyse, ils ne vont pas travailler avec des mots, des caractères, ils vont travailler avec des chiffres. C'est pour ça qu'on peut faire des statistiques là-dessus, parce qu'on va utiliser des chiffres, justement. Il faut transformer les mots en chiffres. Alors, quelle est la technique? Il y a plusieurs techniques, je vais vous présenter certaines. Il y a la méthode qu'on appelle one-hot encoding, réalisée automatiquement. Pour réaliser automatiquement par un outil en Python. Il y a des outils, des bibliothèques ou des librairies en R pour faire ça aussi. En quoi consiste? On attribue un code de chiffres à chaque mot. Par exemple, ici, on a cette liste de mots-là. Prenons le même exemple. Le premier mot, on va l'attribuer 1, le chiffre 1, le deuxième, le chiffre 2, 3, etc., etc. Alors, le problème de ça, c'est que pour éviter que le mot clair, par exemple, que c'est celui-là le dernier, qui a le numéro, qui est représenté par le chiffre 5, ne soit pas considéré comme étant plus important que le mot espéré qui est représenté par le chiffre 1. En effet, il ne faut pas suggérer l'existence d'une hiérarchie entre les mots. Donc, on transforme cette liste de chiffres en une liste de vecteurs avec des valeurs qui vont de 0 à 1. Alors, transformer les mots en différents chiffres associe des problématiques il y a des chiffres qui représentent des quantités différentes. Le 5 numériquement est supérieur à 1. Et lorsqu'on utilise des outils d'analyse, il risque de faire une hiérarchie, de considérer donc que le mot 5 est plus important que le mot 1, alors que ce n'est pas le cas. On ne peut pas juger ça a priori. Pour éviter ça, une fois qu'on a transformé les mots en chiffres, on passe à une deuxième étape ici, c'est-à-dire qu'on les code de cette façon-là. C'est pour ça qu'on appelle ça one-hot encoding, parce que c'est des chiffres, c'est 0, 1, 0, 1. Alors, le premier mot, on va mettre le 1 ici, et le nombre, le 0, 0, 0, 0 pour les autres mots. Et le deuxième mot, ça veut dire qu'ici c'est le premier mot, ici le deuxième mot, aussi le troisième mot, ici le quatrième mot, et ici le cinquième mot. En fait, ça, c'est la même chose que ça. Sauf qu'ici, on a converti cette liste-là en un chiffre de 0, 1, 0, 1, 0, 1. En fait, ça veut dire 1, ça veut dire 2, ça veut dire 3, ça veut dire 4, ça veut dire 5. Simplement, maintenant, il n'y a pas d'hierarchie. On ne peut pas hiérarchiser les mots maintenant. Voilà pourquoi c'est cette manière de transformer là qu'on utilise donc et ça, par contre, ça c'est une matrice. Alors qu'ici on a une liste et là on a une matrice. Donc on passe d'une liste à une matrice. Voilà. Ensuite, il y a une autre méthode qui est faire ce qu'on appelle les dummies. Une méthode réalisée aussi automatiquement par des outils en Python ou en R. Supposons que nous avons interviewé 5 individus pour savoir s'ils ont une opinion positive ou négative au sujet de leur père. À la fin, on peut avoir un corpus avec une liste des mots suivants. Par exemple,
Exigeant, parano, râleur, travailleur, intelligent, laxiste. Bon, vous pouvez vous lâcher et dire des choses sur vos parents si vous voulez, je ne dirai rien. Ça sera un secret entre nous pour présenter un petit peu. Bon, continuons. À partir donc de ce corpus, on peut créer la matrice suivante. Donc ça, c'est ce qui, à partir des interviews que j'ai fait avec les participants, il y a ces mots-là qui ont sorti de la bouche des participants. Et donc j'ai fait une liste. Là, bien entendu, vous imaginez bien qu'une fois qu'on a interviewé des personnes, on a une liste qui est très grande, hein. C'est pas là, il y a pas beaucoup de mots, mais c'est juste pour l'exemple. Donc vous pouvez avoir peut-être 20 000 mots, 30 000 mots, des choses comme ça sur le corpus. Mais là, pour l'exemple, je mets qui est très peu de mots. D'accord. Donc voilà. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Donc, ici, on va créer donc un tableau, comme ça, avec là la liste de mots et là les individus en quelque sorte. Ici, c'est le corpus. Les individus, ce seront les corpus. Le corpus de l'interview avec le participant numéro un, le corpus de l'interview avec le participant numéro 2, etc., etc., etc. Ici, on aura la liste de tous les mots prononcés par tous les, hum, tous les participants. Ici. On aura une liste, vous imaginez bien que ce sera une liste très longue, hein, ça sera un tableau très long. C'est en général des tableaux très longs qu'on analyse. Et puis, cette liste-là, c'est une liste déjà transformée, avec toutes les transformations dont je vous parlais, notamment enlever les stop words, c'est-à-dire les mots valises, transformer les mots, etc. Et ensuite, en fait, ici, on va avoir une codification 01, 01, 01. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mot-là, 0, il n'est pas présent euh, chez les, chez les participants numéro 1. Il est présent, en revanche, 1, ça veut dire qu'il est présent chez le participant numéro 2, etc., etc. Donc 0, j'ai mis ici les codifications. 0, le mot n'est pas présent dans le discours de l'interviewé. 1, le mot est présent. C'est ça qu'on appelle des dummies, faire des dummies. Des dummies. Alors, ça permet d'analyser. Comment ça permet d'analyser? En fait, ça permet de voir quels sont les mots qui ont été prononcés par un participant donné. Par exemple, on peut voir ici, à partir de cette matrice, on peut par exemple constater que l'interviewé 1 a une opinion négative de son père. Ici, là, il dit que son père est parano, qu'il est râleur et qu'il est laxiste. Donc, on voit bien, en analysant ça, qu'il a une opinion négative de son père. Alors que, alors que l'interviewé 6 a une opinion positive. L'interviewé 6, c'est celui-là. On voit qu'il dit de son père qu'il est travailleur et qu'il est intelligent, par exemple. Donc voilà, ici c'est un exemple assez court, encore une fois, mais imaginez que ce sont des matrices très longues, avec beaucoup de mots, mais ça permet quand même de faire des statistiques, comme vous voyez ici. Voilà, continuons. Alors, transformation d'un corpus textuel en matrice numérique. Alors, avec les techniques basiques de NLP décrites précédemment, on peut utiliser des techniques, excuse-moi, à part les techniques basiques de NLP décrites précédemment, on peut utiliser des techniques plus élaborées de traitement des données associées au machine learning pour mapper les mots et les phrases d'un corpus textuel et les convertir en des vecteurs numériques. Alors, les techniques que je viens d'expliquer tout à l'heure, ce sont des techniques assez basiques. Alors, maintenant, on va utiliser du machine learning pour pouvoir, des machines qui mappent un texte, le corpus textuel, et ils vont transformer ces corpus textuels en matrices des mots. Alors, ainsi, on peut transformer un corpus textuel en une matrice à deux dimensions avec les colonnes. Généralement, ces matrices-là, les colonnes, les vecteurs représentent chaque mot de l'ensemble du corpus. C'est-à-dire les mots de toutes les interviews faites et réalisées avec les participants. Donc, toutes les interviews faites ou réalisées avec les participants. Et les lignes représentent chaque document du corpus. Ça veut dire chaque document, par exemple, si c'est un livre que nous analysons, c'est chaque livre.
si c'est si c'est des SMS, par exemple, chaque SMS, excuse-moi, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Si c'est des Twitter, chaque Twitter, etc., etc. Si c'est des interviews, chaque interview, etc., etc. Et voilà. Et donc, ces techniques-là, il y en a plusieurs, mais je vais donc lister ici le nom de certaines de ces techniques qui utilisent des machines learning pour faire ça, ou des outils associés en tout cas à l'intelligence artificielle pour faire ça. C'est des count vectorizing. C'est un peu, le compte vectorizing, c'est un peu comme le one-hot encoding aussi, mais on calcule la fréquence des mots, la quantité d'un mot, on calcule la fréquence de chaque mot. Donc, c'est pour, et là, c'est des analyses, c'est des techniques qui utilisent la quantité d'un mot en quelque sorte, la fréquence de chaque mot. Là. Les méthodes les plus simples pour transformer des mots en vecteurs est de compter l'occurrence de chaque mot dans chaque document. Une telle approche est appelée counter-vectorizing ou one-hot encoding selon la littérature. L'idée est de rassembler un ensemble de documents. Il peut s'agir des mots, des phrases, des paragraphes ou ou même d'articles et compter l'occurrence de chaque mot qu'il contient. À proprement parler, les colonnes de la maîtrise résultantes sont des mots et les lignes sont des documents. Donc on compte les mots et on a donc en ligne, on en a des documents, en colonne, on en a le mot. Et toujours avec cette façon de coder, et 1, ça veut dire que le mot est présent, 0, ça veut dire que le mot n'est pas présent. Et à partir de ces moments-là, on peut faire des statistiques à niveau des fréquences. Il y a une autre technique qui s'appelle TF-IDF Transforming. Dans ce cas-là, c'est pas la fréquence des mots, on calcule un score d'importance, la pertinence d'un mot, c'est-à-dire que cette fois-ci, il s'agit de traiter la qualité du mot. Quelle est l'importance d'un mot dans un document quelconque? L'idée derrière cette approche est la pondération des termes par l'exploitation d'une mesure statistique utile appelé TF-IDF. Dans un grand corpus de documents, les mots tels que A, L, D, etc. sont très fréquents alors même qu'ils ne véhiculent pas beaucoup d'informations. L'un des moyens de résoudre ces problèmes consiste à éliminer les mots valises, mais cette solution est discrète et non flexible. Une autre solution au problème des mots valises consiste à calculer un score mesurant l'importance d'un terme présent dans un document relativement à une collection de documents ou corpus. Donc voilà l'équation. On va voir plus en détail cette équation-là. Dans le TF-IDF, la première partie est le TF, qui signifie terme fréquencé. C'est le nombre de fois où le mot apparaît dans le document divisé par le nombre total de mots dans le document. Okay? Voilà l'équation pour le calculer. Ensuite, dans le TF-IDF, la deuxième partie est le IDF, qui signifie inverse document fréquencé. Il s'agit d'un nombre inversé des documents dans lesquels apparaît le terme qui nous intéresse. Et ça, ici, c'est l'équation pour pouvoir calculer le IDF en question. Alors, cette technique-là, c'est la technique en fait qui est utilisée par les moteurs de recherche. Quand vous tapez des mots-clés dans un moteur de recherche pour chercher des documents ou avoir des informations, par exemple, c'est cette technique-là qui est utilisée en fait. La notion de TF permet donc de comprendre comment les moteurs de recherche accordent de l'importance à des documents, comment ceux-ci vont attribuer une pertinence lexicale à ce qui est exposé sur un site web, et finalement, comme ils font pour nous proposer des documents à partir de la saisie des mots-clés. Donc, on utilise cette technique-là de calculer l'importance des mots dans un document pour pouvoir dire, ah, ce document-là est pertinent, est pertinent pour ces mots-clés-là, pour cet individu-là qui est en train de chercher quelque chose. Et c'est à partir de là, à partir des mots-clés que vous saisissez sur un moteur de recherche, il vous propose des contenus ou des documents, etc., etc.
Donc, discussion, là, cette partie-là, je vais passer. Bah, de toute façon, vous aurez l'occasion de télécharger le, 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 le diaporama, donc vous allez revenir là-dessus. Et donc, jusqu'à là, je vous ai expliqué des techniques qui sont des techniques qui utilisent, qui utilisent soit des techniques qui utilisent des instruments qui ne sont pas, des outils qui ne sont pas de machine learning, soit de machine learning, mais pas de deep learning, c'est-à-dire pas des réseaux de neurones denses. Maintenant, pour faire de ce qu'on appelle le word embedding, maintenant, il faut faire le deep learning. Et en quoi consiste le word embedding? Ici, c'est calculer la probabilité de la présence d'un mot dans un contexte. C'est le sens du mot qui nous intéresse maintenant. C'est-à-dire que les techniques de content vectorizing, IDTF, IDF transforming, cartographie des corpus textuels des mots, les convertissant en matrices numériques qui peuvent être utilisées pour effectuer différents types de modélisation statistique, modèles de régression, classification, clustering, etc. Malheureusement, ces techniques ne permettent pas d'extraire du corpus des documents textuels les informations sémantiques, morphologiques, contextuelles, hiérarchie des mots, et les transformer ou les transférer sur des matrices numériques à utiliser à des fins de modélisation statistique. Et alors, le Rhodes Embedding permet de s'intéresser au sens, à la sémantique, à la morphologie, au contexte, etc., etc. Et c'est là, donc, pour pallier cette insuffisance, une autre technique appelée Rhodes Embedding est basée sur l'utilisation des réseaux de neurones dont ça a été inventé. Alors, l'idée derrière le Rhodes Embedding est de capturer les mots d'un corpus avec autant d'informations possibles sur leur sémantique, morphologie, contexte et la relation de proximité sémantique et morphologique contextuelle qu'ils ont avec d'autres mots, et convertir tout cela en une matrice numérique comportant des probabilités d'apparition d'un mot dans différents contextes systématiques présents dans le corpus, ou la probabilité d'apparition d'un mot à la suite d'un autre. Un modèle de machine learning basé sur un réseau de neurones est utilisé pour nous donner ce type de probabilité sous la forme de prédiction. Donc ça, vous aurez le temps de lire ça. Et donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Et donc, il y a des équations, j'ai mis ici des équations associées. Par exemple, ça permet de calculer la probabilité d'apparition d'un mot étant donné un contexte. Dans un livre, dans un document, dans une interview, la personne parle de plusieurs contextes, de plusieurs thèmes en quelque sorte. Et quelle est la probabilité qu'un mot apparaisse dans un contexte donné? Et cette probabilité-là nous permet de nous donner un sens, le sens du mot en quelque sorte. Ensuite, l'autre chose qu'on peut faire, c'est la probabilité d'apparition d'une série de mots étant donné un mot cible, par exemple. Si j'ai dit, par exemple, télévision, quelle est la probabilité que le mot, si j'ai dit smartphone, par exemple, quelle est la probabilité que le mot nouvelle technologie, réseaux sociaux apparaisse, par exemple. Et cette technique-là donc permet de définir à partir du sens d'un mot central, essayer de trouver les mots qui gravitent autour, parce que ça nous permet à ce moment-là de définir le sens, le contexte associé à l'ensemble de mots, en quelque sorte. Ça permet de faire une classification des mots avec des différents sens, différents contextes, différentes structures, etc., etc. Et tout ça nous permet à la fin d'extraire le sens, la structure des différents groupes de mots qui sont présents dans les textes et à la fin de faire des statistiques là-dessus. Donc voilà, donc il y a une autre technique qui s'appelle aussi, ça, il y a deux techniques pour ça. Il y a le hold to vector. Il y a une autre technique qui s'appelle multi-hold context. Et puis, il y a la technique Global Vector Forward Representation. En gros, c'est le nombre global de co-occurrences des mots, et la structure, sous-structure significative, c'est-à-dire dans un texte, il y a des parties
il s'agit de regrouper des parties qui correspondent à un sens particulier, à une signification particulière. Quand vous racontez une histoire, il y a des sous-parties dans l'histoire. Hein. Si vous racontez une histoire d'un enfant qui est parti, qui a été adopté, bah, vous aurez par exemple la partie où l'enfant a été abandonné par le parent, vous aurez une partie où il a été adopté par ses nouveaux parents. Vous avez la partie où il a grandi, où il a commencé à se poser questions de ses parents, etc., etc. Ces différentes structures sémantiques qui ont du sens, il s'agit de les analyser et essayer de voir qu'est-ce qui correspond à chaque structure, etc., etc. Et tout ça, les analyses avec essayer de faire des statistiques sur la probabilité de l'apparition d'un mot dans un contexte donné, dans un sous-groupe donné, etc., etc. Tout ça permet d'avoir des statistiques là-dessus et de faire des calculs avec la technique de deep learning pour faire de Goldenberg. Donc, discussion. Les techniques donc, du NLP, text mining, code embedding se sont développées pardon, à partir des débuts des années 2010. Donc, ces techniques-là sont tout à fait nouvelles, c'est assez récent. Elles ont rendu possible Ils ont rendu possible, au-delà de la simple analyse des fréquences des mots, le fait de faire des analyses statistiques sur l'importance des mots, la morphologie, les sémantiques présentes dans un contexte ou dans un corpus textuel, etc. Avec des logiciels de type Atlas ou des logiciels qui sont grand public, qui sont utilisés pour des analyses. Il y a Alceste, par exemple, il y a Atlas, il y a InVivo, par exemple. Ce sont des logiciels qui, maintenant, ils commencent à évoluer, mais ce sont des logiciels qui souvent permettent de faire des analyses des fréquences des mots, des thématiques, par exemple, mais ça ne permet pas d'aller plus loin. Ces nouvelles techniques qui ont surgi à partir de 2010, elles permettent d'aller plus loin dans l'analyse des textes, de vraiment d'analyser le sens du discours et d'aller profondément au niveau de l'analyse des textes. Et c'est à partir de ces nouvelles techniques, et souvent liées à l'apparition de l'intelligence artificielle, des outils d'intelligence artificielle pour analyser des textes, qui, bon, on a vu un développement assez important des techniques beaucoup plus efficaces pour l'analyse des textes. On utilise beaucoup en linguistique, par exemple en littérature et même dans les analyses qualitatives d'interviews, des corpus. C'est les techniques qui sont utilisées aussi. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le OCR, c'est-à-dire qu'on prend des images sur des textes anciens. Ensuite, pour pouvoir transformer les images de ces textes en caractères, on utilise des techniques pour faire ça. Et ces techniques-là sont basées précisément sur du machine learning et du machine learning dans le sens de NLP et text mining, etc. Les techniques de NLP ont permis de dépasser donc la dichotomie analyse qualitative et analyse quantitative, rendant possible le fait de pouvoir faire les deux à la fois. En effet, de nos jours, on peut transformer des données textuelles qualitatives en données numériques, quantitatives et faire une régression, une classification, etc. Alors, mon diapo, j'ai un problème avec ma diapo qui n'avance pas. Voilà. Enfin, c'est la fin de cette série de trois présentations sur l'analyse de données et l'intelligence artificielle. Et donc, je vous rappelle donc que j'ai commencé cette série-là par une première présentation qui consistait donc à comparer l'analyse des données, l'approche classique, l'analyse des données, l'approche est basée sur l'intelligence artificielle. Ensuite, la deuxième présentation, donc je vous ai parlé d'un exemple concret de machine learning, tous les métriques associées au machine learning et les différentes étapes. Et finalement, cette fois-ci,
cette présentation-là aujourd'hui. Donc, je vous ai parlé donc des techniques d'analyse textuelle, des traitements des données, d'analyse des données. Et donc, voilà, j'ai fait cela en essayant de rester plus simple possible parce que l'idée, c'est de faire de la vulgarisation. Je suppose qu'il y a des personnes qui avaient déjà des informations, qui connaissaient le sujet, d'autres pas. Et donc, j'ai essayé de m'aligner plutôt du côté de ceux qui n'avaient ou ne connaissaient pas ou connaissaient assez peu sur le sujet. Et donc, bon, quand j'aurai le temps, dans les mois à venir, je ferai une série de présentations sur les méthodes et les outils numériques pour faire des articles scientifiques reproductibles. Dans le cadre de la science ouverte, de nos jours, dans tous les pays, le système universitaire l'encourage, les instituts de recherche l'encouragent aussi à faire de la science reproductible dans le cadre de la science ouverte. Donc, il y a quelque chose qui est en vogue en ce moment, c'est ce qu'on appelle les articles scientifiques reproductibles et interactifs. Donc, je vais faire une série de vidéos là-dessus pour expliquer de quoi il s'agit, comment faire un article reproductible et interactif, quels sont les outils qu'on puisse utiliser, notamment les outils de type R Markdown, R Notebook, Jupyter Notebook, et on utilise ça, les GitHub, et les GitLab, et la très grande infrastructure de recherche qui est Humanum, par exemple, qui est accessible à tout le monde pour ouvrir un compte. Je dis tout le monde, c'est-à-dire les enseignants-chercheurs, et les étudiants peuvent ouvrir un compte chez Humanum pour après pouvoir les outils qui sont proposés par Humanum pour pouvoir développer toute une série de méthodes pour pouvoir faire des articles reproductifs et interactifs. Donc, là, si je ne sais pas quand j'aurai le temps, mais dans les mois à venir, je vais essayer de faire une série aussi de 3 vidéos là-dessus. Bon, voilà, j'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié ou appris des choses au cours de ces 3 présentations. Eh bien, voilà, c'est la fin donc de la série. J'espère que vous avez aimé et que vous avez appris des choses et que vous avez pouvoir, disons que ça va vous encourager, disons, à vouloir en savoir plus sur le sujet de l'intelligence artificielle pour traiter des données. Eh bien, ma foi, comme je vous ai promis une chanson bien française, eh bien, on va passer à la chanson maintenant. Alors, avant de chanter la chanson promise, permettez-moi, si vous voulez bien, que je puisse planter un peu les décors. Je suis arrivé en France au début des années 2000 pour faire des études. J'ai logé en résidence universitaire à ce moment-là. Autant vous dire que j'ai pas eu de mal à me faire des amis. Les gens m'aimaient bien, sans doute à cause de ma tendance à raconter des histoires et à faire rire les gens. Les vendredis, les samedis, vers 19 heures, on se réunissait avec les copains et les copines dans les cuisines de la résidence universitaire. On n'avait pas de téléphone portable ni de réseaux sociaux à ce moment-là. On cuisinait, on restait là à manger, à discuter, à raconter des conneries. Vers 23 heures, on faisait une virée dans les bars de centre-ville pour aussi changer les idées, si vous voyez ce que je veux dire par là. Pour moi, c'était une époque et des moments magnifiques, quand j'étais étudiant. Oh, maintenant les choses ont changé. Nous sommes constamment cloués sur les réseaux sociaux à chercher un like de plus. On fait semblant de s'amuser alors qu'en réalité on s'ennuie à mourir. De plus, on ne peut même plus raconter des histoires sans le risque que quelqu'un se sente enfoncé. Par le temps qui court, la hypersensibilité à la mode, alors. Eh oui, que voulez-vous que je vous dise, moi, les choses ont changé. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Eh bien, parce que la chanson que je vais chanter, ce sont mes copains et mes copines de l'époque qui me l'ont apprise. C'est une chanson bien française, on va dire ça comme ça, une chanson bien française.
Ami Germain, prenons ton verre et surtout ne la renverse pas. Ami Germain, prenons ton verre et surtout ne la renverse pas. Et porte-le au front du bus, au nazi bus, au monti bus, au ventre bus, au sexe bus, igloo, 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 igloo. Il est des nôtres. Il a bu son verre comme les autres. Oh, c'est un ivrogne. Ça se voit rien qu'à sa tranche. Ami Germain, prenons ton verre et surtout ne la renverse pas. Ami Germain, prenons ton verre et surtout ne le renverse pas. Il prend le frontibus, au nasibus, au montibus, au ventribus, au sexibus, igloo, 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 igloo. Il est des nôtres. Il a bu son verre comme les autres. Oh, c'est un ivrogne. Ça se voit rien qu'à sa tranche. Ami Germain, pardon ton verre, et surtout ne la reverse pas. Ami Germain, pardon ton verre, et surtout ne le reverse pas. Et portez-le au front du bus, au nasibus, au montibus, au ventribus, au sexibus, igloo, 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 igloo. Il est des nôtres. Il a bu sa bière comme les autres. Et c'est un ivrogne. Ça se voit rien qu'à sa tranche. Eh bien, vous aurez compris, je suis un des vôtres. Ça, c'est sûr, je suis un des vôtres. Je suis un des vôtres et j'ajoute, eh ben, il faut s'amuser de temps en temps de la vie, il faut rire un peu. La vie est déjà assez difficile comme ça, et puis rire un peu, ça permet un peu de rendre la vie supportable. Bon, je vous laisse en vous disant dans mon portugais natif, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Estamos juntos. Estamos juntos.